Donc, merci Benoît de m'avoir rejoint ici dans notre bureau à Paris, dans le 9e arrondissement, pour que nous puissions faire ce webinaire ensemble et donc un webinaire effectivement d'actualité. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bonjour, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Un webinaire d'actualité parce qu'effectivement, on est dans un tunnel de banque centrale. C'est la Banque du Canada qui a ouvert le bal, donc récemment, en augmentant d'un quart de point, donc de 0,25%, son taux directeur. Demain, on a la BCE qui va parler, et la semaine prochaine, on va avoir évidemment la Banque centrale américaine, dont on va faire un focus ce soir. C'est le sujet de notre webinaire, et puis on a d'autres banques centrales, mais le sujet, ça sera la Banque centrale et sa potentielle décision la semaine prochaine. Donc, c'est quelque chose d'actualité, et on va replacer ça dans un contexte effectivement fondamental qui a changé depuis 14 jours. Parfait. Bon, je suppose que tu parleras également du contexte un petit peu géopolitique du moment. Tout à fait. On ne peut pas faire. Alors, je vous rappelle justement, bon, nous sommes enregistrés, mais je vous rappelle également que très récemment, donc le 3 mars pour être tout à fait précis, j'avais invité M. Philippe Lermy et là, on avait parlé effectivement des conséquences du conflit ukrainien sur les marchés. Donc, ce webinaire a été converti également en vidéo et je vous recommande vivement de le visualiser sur notre chaîne YouTube en complément de tout ce qui va être dit ce soir. Donc voilà, il faut quand même être très attentif maintenant sur les décisions des banques centrales, bien sûr, qui peuvent être peut-être modifiées. On en avait déjà parlé, je crois, précédemment sur les grandes tendances long terme des banques centrales, mais est-ce que peut-être justement le contexte en Ukraine ne modifie pas le calendrier de ces banques centrales? Tout à fait. Et effectivement, je te rejoins sur ce webinaire de Philippe Lermy la semaine dernière que j'ai suivi et qui est effectivement particulièrement intéressant, notamment pour les particuliers qui ne connaissent pas les coulisses. Donc, Philippe vous expose un petit peu les arrière-cours avec le SWIFT et ses mécanismes. Et donc, c'est assez intéressant pour comprendre en fait ce qui se joue derrière tout ça. Ok, ben à toi de jouer, donc c'est le cas de le dire. Je te laisse les manettes, voilà, pour commencer. Peut-être un mot pour me présenter et peut-être un mot d'actualité aussi sur le nouveau service de WHS. Je te laisserai la parole, mais déjà, je me présente. Donc, Benoît Fernandez-Rioux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc intervenant plutôt sur le Forex pour compte propre. Donc, je suis effectivement spécialisé sur le marché d'échange, sur lequel j'ai rédigé un ouvrage qui est à gauche, le Forex, et qui va être un petit peu également le fil conducteur pour ce soir, puisqu'on a un chapitre sur les banques centrales dans ce livre, et également un second livre que j'ai rédigé qui s'appelle Le Trader Privé, et là qui se détache du marché pour plutôt appuyer finalement la méthodologie et l'approche sur les marchés. Alors, un petit mot sur le livre Le Forex, justement, puisque tu ne le sais pas, mais je te l'apprends aussi. Nous allons distribuer au prochain salon de l'analyse technique le 1er avril ce livre de Benoît de manière physique, hein, un livre, pas un PDF, un livre physique à toutes les personnes qui nous rendront visite sur notre stand. Donc, ça peut être une occasion, effectivement, de profiter de ce salon pour passer nous rendre visite. Et Benoît disait à l'instant que notre webinaire ce soir va vraiment faire un focus sur les États-Unis, avec bien sûr la Banque centrale, et qui dit États-Unis, dit aussi actions américaines, pourquoi pas. On ne va pas parler spécifiquement d'actions américaines, mais je vais faire un petit parallèle rapide. Self-Invest vient de lancer un nouveau service. Quand je dis vient de lancer, c'est qu'il y a un mois à peine. Pour l'instant, vous pouvez le trouver en anglais, en allemand et en néerlandais. La version française, là encore, va arriver dans les jours qui viennent et je la présenterai au salon de l'analyse technique où je ferai une conférence. Et bien sûr, après, je reprendrai tout ça en webinaire en avril. Mais toujours pareil, si vous nous rendez visite au salon de l'analyse technique du 1er avril, alors ce n'est pas une blague, hein, c'est bien le 1er avril, le vendredi 1er avril qu'a lieu ce salon. C'est sur une seule journée.
Donc, si vous avez la possibilité, effectivement, de vous rendre sur Paris, c'est juste à côté de la Tour Eiffel. Donc, là aussi, c'est pas trop difficile pour situer sur Paris, hein, même si vous promenez la Tour Eiffel, on la remarque. Voilà. Donc, ben écoute, Benoît, je te laisse. Alors, pour les gens qui voudraient voir le service en avant-première, il faut aller sur Internet, c'est Freestocks. Alors, free comme le terme gratuit en français, hein, F-R-E-E pour bien donner l'orthographe, S, stocks comme action. Donc, ce service, vous le trouverez sur freestocks.com. Pour l'instant, je dis bien, vous ne trouverez que la langue anglaise, allemande ou néerlandaise, mais le français arrive très vite. Mais vous comprendrez, je pense, déjà les grandes lignes de ce service en visitant le site, si vous y allez. Voilà, on a fait la petite parenthèse. À toi de lancer le webinaire. Oui, effectivement. Ben, j'en profite aussi pour donner rendez-vous à tout le monde le vendredi 1er avril, effectivement, au Salon de l'analyse technique. Donc, c'est juste à côté du métro Birakem, à côté de la Tour Eiffel, effectivement. J'interviendrai sur un sujet qui est le Big Short, un sujet dont on a un petit peu oublié. Effectivement, les marchés peuvent aussi être à la baisse. Alors, depuis quelques séances, on est en train de le redécouvrir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui doit être géré. Et donc, je vous donne rendez-vous pour cette conférence. Vous pourrez aussi voir effectivement Freestocks. Alors, on va tout de suite commencer sur ce focus sur la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, qui est une institution qui n'est pas la plus ancienne, puisque la première banque centrale occidentale réelle, c'est... Alors, on nous dit que le son n'est pas forcément optimal, alors on va juste rapprocher le micro, voilà, et on va essayer de ne pas faire des choses qui vibrent ou qui grincent. Donc, voilà. Donc je disais que la Banque centrale américaine n'est pas la plus ancienne, puisque la plus ancienne, c'est la Bank of England. Mais toutefois, elle est plus que centenaire, puisqu'elle a été créée donc en 1913 pour fédérer finalement toutes les banques centrales et agréger toutes les banques centrales locales qui existaient à l'époque et qui continuent d'exister aujourd'hui et qui font partie finalement de son fonctionnement. Il y a 12 réserves fédérales locales que sont la réserve fédérale de New York, évidemment, qui est la principale, la réserve fédérale de Boston, on a également celle de Philadelphia, la Philly Fed, Cleveland, on a également la Fed de Richmond, la Fed d'Atlanta, la Fed de Chicago, évidemment, Chicago, et toujours pour aller de plus en plus vers l'ouest, on a Saint-Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, et voilà, on va passer les Rocheuses pour ensuite aller sur la dernière Fed, totalement à l'ouest, San Francisco. Donc vous voyez, c'est une Fed qui maille un petit peu comme la progression des pionniers, le continent américain. Et ces Fed sont donc partie prenante de cette réserve fédérale qui agrège le tout, qui a été créée en 1913 par le président Wilson, après de houleux débats. Cette Fed, dès le départ, a été voulue indépendante, privée, mais quand même sous contrôle du public. Mais elle ne répond pas directement à l'exécutif, elle répond devant le législateur, puisqu'elle répond de sa politique devant le Congrès. Donc en fait, elle doit mettre en œuvre la politique monétaire voulue par l'exécutif, mais elle ne rend compte qu'aux législateurs, ce qui permet justement à cette Fed d'être, entre guillemets, relativement indépendante, même si, évidemment, on peut avoir des débats, puisque tout est question de curseur. Mais je le rappelle, récemment, on a vu à quel point elle était indépendante lorsque, souvenez-vous, Donald Trump, non content de la rehausse des taux par Jérôme Powell, qui est toujours l'actuel président de la Fed, a voulu être, Donald Trump, souvenez-vous, voulait le limoger, il le disait ouvertement, mais ça n'a pas abouti puisque effectivement il n'avait pas le pouvoir de le faire. Donc elle reste voilà, malgré tout indépendante dans notamment la mise en œuvre de la politique monétaire. Dit autrement, elle choisit le chemin, elle choisit ses moyens. Par contre, elle doit coller quand même à ce que aux guidelines de l'exécutif.
Alors, elle a été créée en 1913. Elle a été créée donc avant la Grande Dépression des années 30 et puis surtout avant donc, le crash de 29. Avec ce crash, la Réserve fédérale aurait pu être remise en cause, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, elle a eu des pouvoirs renforcés et ça l'a fait monter d'un cran dans ses prérogatives. Donc 12 banques centrales locales, il y a 7 membres qui la gèrent. Donc ce système, en fait, a été l'inspirateur, en quelque part, de la création de la BCE, qui elle-même, à l'époque, était composée des banques centrales, et c'est toujours le cas, en fait, de la douzaine de banques centrales de l'époque. Aujourd'hui, il y en a plus d'une quinzaine, puisqu'on a fait rentrer dans la zone euro d'autres pays. Mais on a voilà, la Banque centrale de France, hein, qui n'existe plus en tant que telle, mais qui est membre de la BCE, donc la Banque de France, hein, qui est membre et qui est une sorte voilà, d'équivalent aux fameuses banques de réserve locales de la Réserve fédérale américaine. On a donc une Réserve fédérale américaine, 12 Federal Reserve Bank locales, un board des gouverneurs, avec effectivement les 7 membres, et puis on a le FOMC, donc c'est ce qui vraiment est l'exécutif qui met en œuvre la politique monétaire, entre guillemets, au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est une façon de parler parce que on a plutôt un pilotage, on va dire, au mois, puisqu'on a des points réguliers qui sont faits et des trajectoires voilà, qui sont rehaussées ou abaissées en fonction de ce qu'ils anticipent sur le futur. Donc on a un FOMC dont on va parler après, puisque c'est vraiment le cœur du sujet. Et la Réserve fédérale, donc, elle a des buts hein, qui sont notamment de mettre en œuvre la politique monétaire, de maintenir la stabilité du système financier. Donc voilà, on a ces missions entre guillemets, et puis en bas on a ces briques de mission, de superviser évidemment les institutions financières, donc les banques commerciales, de faire également qu'il y ait une harmonie dans les paiements, les règlements, voilà, et également assurer la protection des consommateurs. Donc ça, c'est les 5 grandes briques de but qu'elle a à faire. Et on a bien ces missions qui sont détaillées ici, et dont le sujet, le principal sujet, en ce qui nous concerne, eh ben, c'est surtout la fameuse devise élastique, fournir une devise élastique. C'est quelque chose qui est quasiment unique au niveau des banques centrales, puisque c'est la seule qui le met aussi clairement dans ses missions. Et c'est pour ça que bon, ça colle au pragmatisme américain, que la Réserve fédérale peut très bien avoir des revirements voilà, qui sont très, très, très forts en fonction de la conjoncture. Donc on peut avoir des hausses de taux très forts ou à contrario des accommodations assez fortes par des baisses massives ou alors par du quantitative easing qui apparaît de manière massive le moment venu. C'est ce que l'on voit après les crises. Hein. On a eu notamment récemment les subprimes et puis le Covid plus récemment. Et là désormais, on commence à entrer dans la crise qui n'a pas forcément encore de nom, la crise ukrainienne, la crise russe, ou la guerre froide de nouveau réactivée avec la Russie. Donc on verra quel sera le nom de cette crise. Pour l'instant, ça fait effectivement 2 semaines qu'elle a réellement débuté. Il y avait des prémices, évidemment, un peu comme les prémices des subprimes qui avaient lieu dès 2007, mais c'est par le 15 septembre 2008 et la faillite de Lehman Brothers que tout s'est accéléré. Et là, c'est de même, depuis l'invasion russe, effectivement, il y a 15 jours, il y a 2 semaines à peu près, donc on a cette accélération de cette problématique. On va continuer sur cette réserve fédérale, donc qui est une réserve fédérale très transparente, qui est même, j'ai envie de dire, la plus transparente de toutes les réserves fédérales, enfin de toutes les banques centrales occidentales notamment.
La BCE, qui est quand même inspirée de la Fed, est également assez transparente. On a, on pourrait dire, un niveau de transparence quasi équivalent. On a également sur la BOE un niveau de transparence qui est très élevé. Donc là, on est sur un triptyque voilà, de banque centrale très transparente, ce qui est moins le cas de certaines banques centrales comme la BNS ou la Bank of Japan. Et puis évidemment, à l'opposé, on a la People Bank of China qui, elle, est voilà, très peu transparente, voire, on va dire, opaque, effectivement. Donc, vous avez ce qu'on a ici là, présenté à l'écran, les beige books qui sont publiés. Voilà, alors c'est pas exactement tous les mois, c'est pas exactement tous les 2 mois non plus, c'est à peu près les 5-6 semaines. Donc, on a voilà, un calendrier régulier de publication. Le beige book, c'est finalement le point de vue sur la situation économique et notamment de toutes les banques locales dont on a parlé, les fameuses 12 membres de, voilà, des réserves fédérales locales. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet en un rapport d'agréger le point de vue de tout le monde. C'est assez indigeste, mais c'est important et surtout très transparent. On a également, on va aller sur le slide suivant, voilà comment dire, les speeches, puisqu'on a des points réguliers, notamment donc, le 16 mars prochain à 14 h heure locale, mais ça sera à 20 h heure de Paris, évidemment le speech du FOMC, mais on a également des publications et des speeches qui sont faits de manière j'ai presque envie de dire OTC par d'autres, voilà, des gouverneurs locaux en fait, comme Christopher Waller ou Michel Bowman, qu'on a évidemment en exemple. Et ça permet voilà, de voir si tout le monde est d'accord et s'il y a une sorte de consensus qui se crée ou si on a des voix dissonantes. Donc on a leur publication et puis on peut les suivre live voilà, en allant sur le site de la Fed. Donc moi je vous conseille, en tout cas si vous vous intéressez un petit peu soit aux actions US, soit aux impacts de la politique monétaire américaine, donc c'est-à-dire si vous faites de l'euro-dollar typiquement, ou si vous intervenez sur les commodités qui sont libellées en dollars américains, eh bien effectivement, c'est toujours important quand même d'avoir un œil, sans lire forcément tous les speeches, mais d'avoir un œil, et de temps en temps, notamment entre deux trades, pourquoi pas lire un petit peu, même entre les lignes, ce qui se dit en fait. Donc en ce moment, les speeches sont assez, finalement, on va dire dovish dans le sens où tout le monde est à la fois pour l'accommodation, mais tout le monde est dans le consensus. Hein. Il n'y a pas de voix dissonante. Donc, pour le moment, tout correspond. Avec ce qui se passe depuis, effectivement, début mars, fin février, pardon, début mars, on a peut-être des points de vue qui seront différents à l'avenir, et c'est ce qu'il faudra regarder, notamment le 16 mars prochain. Voilà, ici on a le calendrier, donc tout le monde est habitué au calendrier économique que l'on retrouve un petit peu partout, notamment sur Investing, mais même chez les brokers. Ici on a le calendrier de la Fed, donc c'est un focus sur vraiment ce qu'elle publie. Et comme vous pouvez le constater, voilà, Wednesday le 3, c'est-à-dire mars le 16 du 3, vous avez à 2h PM, donc heure de New York, c'est-à-dire heure de Washington, c'est la même heure que New York, vous avez le FOMC meeting et la conférence de presse qui correspond à 20h heure de Paris, en horaire en décalage normal. Donc on est à 6 heures après, donc ça sera à 20h qu'il faudra regarder, être devant vos écrans, donc retransmis soit sur le site de la Fed, soit en regardant notamment les chaînes américaines économiques comme Bloomberg ou CNBC. Et vous aurez la décision sur les taux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, eh bien, sera très regardé. On va en parler après sur la décision probable.
Tout ça fait suite à 2 jours de meetings, qui sont des meetings qui se passent évidemment donc en vue de la préparation eh bien des minutes et de la décision. Alors la Fed, elle est dirigée par Jérôme Powell, voilà, qui est né en 1953 à Washington, donc c'est vraiment quelqu'un du cru, qui a toujours été à Washington, qui l'est encore du coup, puisque la Fed a son siège à Washington, puisqu'elle est fédérale, et comme je vous disais, sa principale branche est à New York. Donc on peut dire que la tête pensante reste à New York pour beaucoup de sujets, et le porte-voix est à Washington. Bon, Jérôme Hayden Powell, pour être exact, est diplômé de Princeton, il a fait sciences politiques comme option, et Georgetown pour le droit. Donc il n'a pas fait ni d'économie, ni d'études de finance, ni de particulière en tout cas. Cependant, après sa carrière d'avocat, il a été banquier d'affaires chez notamment Dillon à New York. Donc ça lui a mis un pied à l'étrier dans ce milieu, et presque une décennie après, un peu moins, il devient sous-secrétaire d'État au Trésor, donc l'équivalent du ministre de l'économie et des finances chez nous, en 92, donc sous l'ère Bush, et il retourne chez Banker Trust en 93. Donc voilà, il est véritablement totalement dans la partie bancaire et financière. Il est nommé ensuite pour siéger au Conseil des gouverneurs de la Fed. Donc là, il rentre véritablement dans l'institution en 2011, donc après avoir été sous-secrétaire d'État au Trésor. Donc il n'est pas directement, effectivement, le ministre, mais il est vice-ministre de l'économie et des finances. Il est sous-secrétaire, en fait, parce qu'il est quand même un poste extrêmement élevé. Donc il rentre dans la Fed via une nomination de Barack Obama en 2011, et en novembre 2017, il est nommé par Donald Trump. Alors il faut savoir qu'il est plutôt républicain, en tout cas officiellement. Donc même si, vous voyez, il a été nommé par Barack Obama, à l'origine, pour rentrer dans la Fed, c'est véritablement Donald Trump qui le met à la tête de l'institution, ce qui lui permet de succéder à l'ère Janet Yellen, donc nommée en novembre, et évidemment prise de fonction quelques mois après, comme d'habitude, donc le 5 février 2018. Donc, tu nous dis que Donald Trump a nommé donc Jérôme Powell, et tout à l'heure, tu nous as dit qu'il n'avait pas pu le virer quelque part. Donc, comment c'est possible? Alors, on va regarder ça. Ah, j'anticipe. Non, on y arrive, donc c'est parfait. C'est la transition idéale. Donc, effectivement, Donald Trump, à l'origine, le met à la tête de l'institution. En 2018, tout va bien, effectivement. Et comme sous la fin de l'ère Obama, l'objectif principal de la Fed, qui était de maintenir l'inflation autour de 2%, et le second objectif qui a été rajouté par la suite, de revenir à une sorte de, entre guillemets, plein emploi, avec un objectif chiffré, qui était 6,5%, le véritable plein emploi étant autour de 5%, donc 6,5% en provenance de bien plus haut. Sous l'ère Obama, on y arrivait. Avec l'ère Trump, on a continué à descendre au niveau de cet objectif chiffré sur l'emploi. Donc le plein emploi étant là, eh bien, il est normal que Jérôme Powell et son institution rehaussent les taux. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à rehausser les taux par 3 fois notamment. Et donc considéré comme trop faucon par Donald Trump, qui voulait maintenir finalement une politique accommodante, effectivement, pour continuer à faire progresser notamment les indices au plus haut, ce qui fait un effet de richesse pour évidemment son électorat. Et donc ça a été jugé un petit peu trop rapide, trop fort, trop anticipé. Et à ce moment-là, eh bien, Donald Trump ne s'en cachait plus. À un moment donné, il voulait le faire partir en cours de mandat. Cependant, ça n'a pas marché, puisque c'est ce que je vous disais, la Fed est tout de même indépendante de l'exécutif.
Donc malgré cela, il est resté jusqu'au bout de son mandat. À l'époque, en 2020, avant que Joe Biden, qui était à l'époque sénateur et vice-président précédemment sous Obama, eh bien le critiquait déjà en 2020 sur ses possibles conflits d'intérêts suite à des ventes massives juste avant des périodes de baisse. Finalement, il a été reconduit à ses fonctions par Joe Biden lui-même en novembre 2021, lorsqu'il est arrivé. Et voilà, donc pour 4 nouvelles années, puisque c'est des mandats de 4 ans. Donc là, on a assuré, hormis s'il voulait démissionner lui-même, mais on est assuré qu'il est là pour 4 ans. Il est là pour 4 ans, donc finalement, on est de nouveau sous l'ère Jérôme Powell, qui finalement aura duré longtemps malgré les critiques. D'accord. Alors, on va, à moins qu'il y ait des questions à ce stade, mais passer sur eh bien, la politique monétaire actuelle et les impacts et le pourquoi de ces décisions. Donc, et maintenant. Donc là, Jérôme Powell, la photo affiche un Jérôme Powell un peu dubitatif, avec, vous voyez, un feu rouge et un feu vert à la fois, une sorte de en même temps, parce que finalement, on est dans un moment où tout était au vert pour que les taux remontent. Et puis, ce qui se passe depuis 2 semaines, eh bien, c'est un petit marqueur rouge qui n'est pas encore trop prégnant, mais qui commence à apparaître. Donc, on va en parler. Comme je disais, tout allait bien puisque le taux de chômage était au plus bas à 3,8% aux États-Unis. Précédemment, on provenait de 4, donc c'était de nouveau en baisse. Bon, ça oscille entre 3,8, 4%, 3,9, 3,8. Donc on est sur voilà, une ligne de crête. En tout cas, on est bien en dessous des 5%. De mémoire, le plus bas historique récent est de 3,5 sous l'ère Trump. Donc là, sous l'ère Biden qui commence, on reste à des niveaux très très acceptables, hein, sachant que voilà, le Covid maintenant est en train de disparaître. On a bien compris avec le variant Omicron que, en gros, ce n'était à l'époque qu'une grippe qui est devenue même un rhume. On a bien compris que bon, les vaccins ne servaient pas à grand-chose, mais que de toute façon, voilà, le Covid lui-même n'était pas non plus équivalent à la peste noire ou à Ebola. Donc le marché est rassuré là-dessus et on sent bien que c'est plus le sujet. Même si c'est un sujet qui risque de revenir logiquement à l'automne prochain. Mais pour l'instant, on a devant nous, j'ai envie de dire, presque 6 mois de tapis vert pour en tout cas ne pas avoir trop à réfléchir à ce sujet au niveau des marchés. Donc c'est le plein emploi aux États-Unis. Et donc on est sur également des PMI, donc ça c'est des indices qui sont des indicateurs assez regardés par les marchés, notamment par la Fed, pour regarder, puisque ce sont des indicateurs avancés, si tout va bien. Et là, comme vous pouvez le constater, le actuel, on est sur au-dessus de 50. Donc au-dessus de 50, c'est considéré comme bon. En dessous de 50, c'est considéré comme mauvais. On est clairement au-dessus de 50. Il faut savoir que l'écart type n'est pas énorme, hein. Généralement, on plafonne vraiment vers des 60-65. Et puis, quand on descend, c'est rarement sous les 40 quand c'est catastrophique. Donc on est voilà, sur des niveaux plutôt borne haute, en fait, à des 57 pour le manufacturier, les services à 56, et puis le market composite voilà, de l'ISM, même si c'est un PMI, est à 55,9, disons 56. Le forecast, vous voyez, le forecast, c'était les attendus, donc en gros, on est dans les attendus à quelques petits points près, et sachant que, comme vous pouvez le constater, le preview, c'est-à-dire le précédent, était plutôt voilà, nettement inférieur. Donc on est vraiment clairement sur une recovery. De 55, on passe à 57, de 51, on passe à 56, et de l'autre côté, de 51, on passe quasiment à 56 également. Donc les États-Unis, la recovery est là sur les indicateurs avancés. La recovery est également là au niveau du PIB qui est affiché, le PIB annuel au T4 à 7%, en ligne avec les attentes. Ça confirme véritablement la recovery post-Covid. Donc les ménages reconsomment, l'emploi repart, comme on l'a vu, et la confiance était revenue. Le solde
de la balance commerciale US était en déficit à moins 90 milliards de dollars américains. C'est un record historique. Là pour le coup, c'est plutôt, on va dire, un feu rouge, un warning, effectivement. Comme quoi tout n'est pas au vert, effectivement, dans les indicateurs. Cependant, avec ce qu'il se passe au niveau de la crise en Ukraine et de l'embargo russe, en quelque part, qui est en train de se mettre en place, eh bien, nous avons très certainement une balance commerciale US qui va donc, après ce record historique, très certainement se résorber, en tout cas en partie. C'est-à-dire que, dit autrement, ce fameux warning, à la faveur de la crise qui est en place, et qui peu à peu prend une tournure, pour l'instant pas forcément militaire au niveau des US, mais plutôt économique, eh bien ça va dans le sens des Américains pour finalement remonter ce déficit commercial. Donc de moins 90, on devrait afficher logiquement sur les prochaines prévisions à du moins 80, moins 70, etc. Ils vont vendre des avions aux Allemands. Ils vont vendre, voilà, ils vont vendre du gaz aux Allemands, ils vont vendre leur pétrole également de schiste, ils vont vendre des armes, pourquoi pas, et ils vont compenser sur tout un tas de services et de biens que notamment les Allemands, mais pas que, hein, l'Europe de l'Est, eh bien, importait et travaillait avec la Russie, voire l'Ukraine. Et donc là, désormais, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on va se tourner. Alors évidemment, la Chine va en profiter aussi, mais les Américains également. Donc ce warning, finalement, c'est quelque chose qui est aussi positif dans le sens où on est en train de toucher certainement un support. Voilà. Il faut savoir que la balance commerciale US a toujours été en déficit ces dernières décennies. Donc c'est normal que le chiffre soit négatif. Par contre, là, il est énorme. On est sur les taux longs qui sont en progression. Donc les T-notes à 10 ans étaient, alors on les a connus il y a quelques mois à 1,60, puis ils sont montés à 1,70, 1,80, et là maintenant, au moment où on parle, ils sont autour des 1,90. Ce qui est à la fois, évidemment, ce qui est une valorisation du risque à 10 ans, mais ce qui est sain, c'est sain d'avoir une courbe des taux qui, sur les taux courts, est plutôt proche de zéro, et sur les taux longs, plutôt quand même avec un certain niveau qui, logiquement, devrait à minima refléter l'inflation. Et on voit bien que là, même s'il y a une hausse, on est loin d'une explosion, c'est-à-dire que ça reste relativement contenu, bien qu'on ait une inflation, on va en parler après, énorme aux États-Unis, eh bien on n'a pas des T-notes qui vont exploser à du 5, 6, 7%. Donc on est sur quelque chose qui reste contenu. On pourrait dire que tous les indicateurs sont au vert et que finalement, avec ce qui se passe sur le front de l'Est, même le solde de la balance commerciale US devrait ensuite en bénéficier par la suite. Donc on est sur quelque chose de très positif pour les États-Unis. Alors, la politique monétaire de la Fed, et notamment au regard de l'inflation, longtemps cette inflation a été niée, notamment par tous les banquiers centraux. C'est pas que Jérôme Powell. Ici, plus proche de nous, on a Christine Lagarde qui était quand même assez, comment dire, peu perspicace, pour rester politiquement correct. Politiquement correct, effectivement, sur cette venue de l'inflation. Bon, la plupart des observateurs étaient aussi dans cette ligne de mire parce qu'ils ne faisaient que répéter, j'ai envie de dire bêtement, ce que les banquiers centraux finalement leur donnaient à grignoter. Mais on était quelques-uns, souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous pouvez reprendre les webinaires qu'on faisait après la crise du Covid, enfin au début de la crise et pendant la crise, on sentait bien que un des scénarios, et c'était mon scénario le plus probable, que tout ça se solde ensuite par un grand retour de l'inflation, puisqu'on a déversé des tombereaux de liquidités pour atténuer cette crise, et que l'on a évidemment fait du quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, à grande échelle, partant déjà de niveaux de liquidité déjà très forts pour contrer les précédentes crises, et notamment la fameuse crise des subprimes qui n'a jamais été totalement résolue au niveau de la balance
de la Fed. Donc en fait, le grand retour de l'inflation, désormais il est acté, notamment au niveau de la Fed. Il va très certainement l'être demain encore un peu plus au niveau de la BCE. Ça commence à être timide, hein, mais ça commence. Donc on verra ce que dit Christine Lagarde demain. Forcément, je pense que le contexte en Ukraine amplifie maintenant ce phénomène, hein. On le voit partout, je pense, dans l'actualité. Exactement, puisque les résultats récents montrent une erreur historique d'appréciation. Ils pensaient, ces banquiers centraux, qu'elle était transitoire, qu'elle était très certainement que temporaire. Donc, et pourtant, elle est survenue avec une rapidité extrême. Vous le voyez sur le graphique. On est remonté très haut. On est passé en gros de 0 début 2020 à désormais début 2022 sur du 7,5% aux États-Unis. Et puis, on sent bien que la durée eh bien, est là, en fait, hein. Donc, une inflation à 7,5, dont une inflation cœur à 6%. Ce qui signifie que l'effet pétrole ne jouait que pour 1,5%, enfin 1,5 points. Là, désormais, avec eh bien, une explosion des prix des matières premières, et notamment pétrole, gaz, etc., mais pas que, hein. Le nickel et d'autres matériaux dont la Russie en fait fournit le monde, entre autres, eh bien, va appuyer cette inflation qui va se décorréler de l'inflation cœur très certainement. Alors, si je peux me permettre, j'aurais tendance à dire que 1973, les chocs pétroliers, toutes ces choses-là, je présume, qui ont poussé les inflations que certains d'entre vous connaissaient peut-être si vous étiez déjà, comme on dit, pour les moins de 20 ans, un monde que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément, mais je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être un peu plus âgées. Et de fait, ces fameux taux d'inflation qu'on voit nettement supérieurs à 10%, donc dans cette période avant les années 80, dirons-nous. Est-ce que tu penses que ça peut revenir sur ces niveaux-là ou est-ce que ce contexte-là ne va pas. Parce que bon, Alors, ça fait encore doubler ou pas tout à fait, mais. oui. Alors, avant la crise en Ukraine, on avait déjà des tensions sur ce qu'on appelle la supply chain. Donc, on avait déjà des tensions sur l'approvisionnement, sur l'extraction et la distribution de certains matériaux, sur le raffinage d'autres, notamment les produits pétrolier, mais on était sur quelque chose qui était contenu. On avait le pétrole qui était remonté à 70, 80, voilà, sur des bornes hautes. Et là, depuis 2 semaines, effectivement, on rajoute une couche. Donc, à l'époque, et sans la crise de l'Ukraine, je ne pense pas qu'on soit allé à du plus de 10%, c'est sûr. Par contre, désormais, c'est envisageable, voire même envisagé par la plupart des observateurs dont je suis. C'est-à-dire que, logiquement, on devrait avoir une inflation qui va être décorrélée de l'inflation cœur. L'inflation cœur, c'est l'inflation notamment qui est due au salaire, qui est due à la montée des prix d'un panier de biens courants et des services. Mais quand on rajoute l'effet énergie, effectivement, on est sur l'inflation qui n'est pas cœur, et sur l'inflation qui est l'inflation que l'on regarde. Et celle-là, de 7,5, vous voyez, la prochaine publication, le consensus s'attend à du 7,9%. C'est demain. On va voir si on est autour des 7,9-8%. Et très certainement que la trajectoire devrait ensuite progresser avec l'effet de second tour de cette crise sur l'énergie. Donc oui, on devrait logiquement au moins atteindre les 10 et voire même peut-être titiller les 12, voire les 15% à terme, donc dans les mois à venir. Donc le choc pétrolier, ça devrait, c'est ce que je dis, hein, ajouter par effet de bord un surplus d'inflation à l'inflation cœur. Donc aujourd'hui, le pivot de 2% qui était ce que la Réserve fédérale avait en objectif, c'est-à-dire on était sur du 0% d'inflation pendant des années, donc il était tout à fait envisageable d'avoir du 3, 4, pourquoi pas 5%. La bonne inflation. La bonne inflation qui allait compenser la période voilà, de 0%. Donc ça faisait une moyenne sur le long terme, sur le très long terme de 2%. Là désormais, quand on parle de 7, quand on parle de 8 pour demain, et quand on parle de 10% pour après-demain, on est sur un pivot qui est totalement obsolète. Dit autrement, la Réserve fédérale
eh bien, ne respecterait plus un de ces objectifs. Alors, le plein emploi, c'est bon. Par contre, l'inflation, ce n'est pas bon. Donc là, elle va être prise en tenaille, en quelque part, entre ces objectifs et cette décision. Donc logiquement, pour contrer l'inflation, elle devrait augmenter ses taux, mais ça, on va en parler après, puisque c'est quelque chose voilà, qui est dans son mandat et qu'elle pourrait faire notamment la semaine prochaine. Mais la Fed et la BCE n'ont pas tout à fait les mêmes Non, préconisations, quoi. Donc, effectivement. Et ça, ouais. c'est encore un autre problème dont on va parler D'accord. ensuite, effectivement. Donc, avant de parler directement de la hausse des taux, dans ce contexte inflationniste, on avait un tapering, donc c'est-à-dire une fermeture de robinet, parce qu'on avait donc un robinet qui était ouvert avec des liquidités qui sortaient du robinet, d'argent magique, donc avec un programme d'achat d'actifs qui était initié depuis octobre 2021 à un rythme de 15 milliards de dollars par mois. Ce tapering, donc, qui a été initié en octobre, il s'est accéléré en décembre. Donc là, il se referme au rythme de 30 milliards de dollars par mois. Et là, l'objectif, c'est de terminer ce programme d'achat en mars, c'est-à-dire ce mois-ci, au lieu de juin. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, logiquement, on devrait acter de la fin de ce programme d'achat d'actifs. Voilà, donc il y a une accélération du tapering pour ne plus soutenir finalement le marché. Ce qui parlons-en en 2 secondes, bah, freine la poursuite de la progression des actions américaines, donc des indices américains. Parce que ce programme d'achat d'actifs, évidemment, ce n'est pas des achats directs d'actions sur le marché, mais c'est des achats d'actifs qui, par effet de second tour, font progresser les indices américains. Et là, donc, de fait, c'est ce que l'on remarque d'ailleurs sur les graphiques long terme américains, eh bien, on a un effet de plateau à cause de ce tapering, et on a même, là, récemment, à cause de l'Ukraine, évidemment, des craintes et donc une baisse. Alors aujourd'hui, on est sur une séance un peu de rebond technique, de buy the dip, on en parlait précédemment. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais qui n'est pas forcément voilà, un point bas ultime. Alors on revient sur la politique monétaire de la Fed et son fameux tapering. Donc le tapering, c'est pour réduire en tout cas la progression de la balance sheet, donc de la comment on dit ça en français, du bilan, pardon, voilà, balance sheet, du bilan de la Banque centrale, qui est donc à peu près à 8,3 trillions. Donc là, ça continue à progresser depuis que le graphique a été fait. Donc on est quasiment à 9 trillions, 9 000 milliards d'équivalent USD. Et donc, c'est quelque chose qui va voilà, se fermer progressivement. Donc, vous voyez, depuis 2020, depuis le Covid, on a bien une progression très forte, après une progression incroyable, mars-avril 2020, c'est-à-dire le fameux quoi qu'il en coûte. Donc, on est passé voilà, d'une balance sheet en fait, qui était raisonnable autour des 4-5 trillions à quasiment le double, 9 trillions. Alors, il faut savoir que côté BCE, on a à peu près la même chose. On est même à peu près sur les mêmes chiffres et on a à peu près le même effet à chaque fois. Et si on revient sur la période précédente, c'est-à-dire en gros la période d'après, non mais la période précédente, on la voit, c'est le bleu avec le plateau ici, effectivement, une augmentation du bilan en fait de la Fed, voilà, suite à la crise de 2008 et à ses contre-coups. Donc on a eu une tentative de réduction de ce bilan en 2018-2019, ce qui donc n'a pas forcément plu, hein, comme on l'a dit, à Donald Trump, mais finalement ça a été avorté, voilà, par des craintes fin 2009, et puis apparaît par une 2019. Oui, par des craintes dès 2019, effectivement. Donc le Covid venait à point nommé en quelque part pour finalement masquer ces craintes, et on a même eu des opérations de repo en 2019 c'est-à-dire
de rachats overnight en fait sur le marché qui ont été très tendus à certains moments. Donc la Réserve fédérale était là évidemment, mais vous pouvez le constater, ça a inversé la tendance fin 2019 de la baisse du bilan. Donc le Covid est arrivé à point nommé, mais a totalement explosé le chiffre et là désormais on est sur des niveaux extrêmes. Donc pour résumer, on n'a jamais réussi à réduire le bilan. Donc la Fed va en parler, la BCE va en parler également de son côté. Elles vont toutes en parler, les banques centrales, mais elles ne réussissent jamais. Elles sont toujours coupées dans leur élan par des nouvelles craintes à un moment donné ou par une nouvelle crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouvrir le robinet, c'est très facile, c'est quasiment instantané et c'est une décision que tout le monde apprécie. Par contre, refermer le robinet, c'est une décision qui se fait en douceur, lentement, que les gens n'apprécient pas trop. Voilà, les institutions, notamment qui en profitent, n'aiment pas trop ça. Donc, c'est pour ça que ça se fait avec doigté. Et le problème, c'est qu'avec le timing, eh bien, on retombe de fait sur une nouvelle crise ou de nouvelles craintes, puisqu'à un moment, le marché se tend. Donc, si on avait la même vitesse à l'ouverture du robinet qu'à la fermeture, on pourrait réduire le bilan, mais comme la fermeture est beaucoup plus lente et beaucoup plus prudente, même vous voyez dans la pente, ça se fait plus doucement que l'ouverture précédemment en 2013, donc on est sur un effet où on ne réussit pas dans ces conditions à réduire le bilan de la Banque centrale, bien que dans les discours, on ait toujours cette volonté de le faire. Un mot de la courbe en rouge, qui est donc les effectifs Fed Fund, les taux de la Banque centrale qui sont calés entre les taux directeurs entre 0 et 25%. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, quand les EFF se tendent, c'est-à-dire ce que l'on voit à partir de 2019, parfois on a des petits pics, des petites rehausses, ce que l'on a notamment ici, voilà, et là, et ici, voilà. Quand on a de nouvelles craintes, en fait, ça se sent sur les taux overnight, très court terme. Donc on est sur ensuite des baisses de taux directeurs exprès pour encadrer ça bien plus bas. C'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les EFF sont sur des niveaux autour voilà, de 5 points de base, 8 points de base à peu près, selon la période. Et on a l'effet inverse, c'est-à-dire que durant la précédente hausse de taux que l'on a, vous voyez, entre 2015 et puis une précédente hausse jusqu'à voilà, 2018-2019, et bien quand les EFF se détendaient, donc c'est les petits pics inverses que l'on a ici et là, et bien c'est là où ce sont les bons moments en fait pour rehausser les taux, parce qu'on se dit bah, ça se détend, donc c'est le moment bien, de rehausser l'encadrement. Donc en fait, ça c'est un graphique assez intéressant. Et donc, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de pic, donc il n'y a pas de problématique au niveau de la Fed sur les taux très court terme. Donc, tout va bien à ce stade. Donc, c'est ce que je disais, actuellement, le taux directeur US, il est dans une fourchette de 0 à 0,25%. Et donc, les Fed Funds sont stables entre 0,05 et 0,08. Donc, entre 5 points de base et 8 points de base. Les taux n'ont jamais été négatifs, contrairement à d'autres taux. La BNS a des taux négatifs en Suisse. Sur la zone JPY, on a des taux négatifs par la Bank of Japan. Donc, au niveau américain, on n'a pas eu ces taux négatifs. Et au niveau des dot plots, c'est-à-dire justement de cet encadrement de taux directeur, on a un consensus qui était, et qui l'est de moins en moins, pour 3 hausses de taux en 2022. 3 hausses de taux en 2022 pour atteindre du 1% idéalement, donc partant de 0,025, donc partant de un quart de point. Si on a 3 hausses de taux à 0,25%, ça nous emmène naturellement vers 1%. D'accord? Donc c'est ce qu'on devrait constater la semaine prochaine. Logiquement, un quart de point de hausse, c'est-à-dire 0,25% de hausse. Donc on va osciller entre 0,25 et 0,50 pour les Fed Funds. Et on devrait avoir cette trajectoire qui pourrait être tenable si on continuait à progresser à un rythme voilà, de nouvelles hausses ensuite d'un quart de point d'ici la fin de l'année. Donc c'est l'objectif.
Et on espérait 3 hausses en 2023 pour un objectif entre 1,25 et 2%. Et puis après, ça devient plus flou. Mais si on était sur du 2,5 en 2024, ça serait déjà pas mal, entre 2 et 2,5, et puis 2,5 en 2025 par exemple. Évidemment, c'est comme la météo, plus on va dans le temps, plus on avance loin, et plus c'est difficile de prédire le temps qu'il fera. Donc là, ce que l'on sait, puisque Jérôme Powell l'a affirmé justement devant le Congrès la semaine dernière, c'est qu'on devrait envisager 0,25% de hausse la semaine prochaine. C'est à contrario de ce qui était précédemment dans le consensus, puisqu'on s'attendait à 0,50% de hausse. Mais ça, je veux dire, c'est déjà pricé sur le marché. Quelle serait la surprise la semaine prochaine pour les marchés? Effectivement, c'est déjà pricé dans les marchés qu'on devrait avoir un quart de point de hausse. La surprise serait d'avoir 0% de hausse, c'est-à-dire pas de hausse, un statu quo, et à contrario, d'avoir ce fameux 50 points de base de hausse. Donc, si on sortait donc de ces bornes, ou en tout cas si on était dans ces bornes-là, à minima, ça serait quelque chose qui surprendrait le marché. Notamment, et ce qui surprendrait beaucoup plus, c'est un statu quo. Parce que là, ça ferait même craindre de perspectives qui se dégraderaient au niveau de la suite. Donc on est sur quelque chose qui va être très attendu. On va avoir encore une semaine avant d'avoir cette décision et ces minutes et cette conférence de presse. Donc tout peut se jouer, notamment au niveau du front ukrainien, sur est-ce qu'on est sur un trend de détente ou est-ce qu'on est sur un durcissement du conflit. Actuellement, enfin, si c'est la question que tu allais poser. Non, disons, qu'est-ce que tu as parlé de 12 Fed régionales en début de webinaire. Est-ce que, et de discours de ces autres directeurs, est-ce qu'il y en a qui pourraient peut-être nous donner des indications avant le 16? Je ne pense pas à ce stade. Il faudrait avoir, mais logiquement, ils ne donnent pas vraiment d'indications juste avant une conférence de presse du FOMC. Ils le font plutôt entre deux eaux, c'est-à-dire, comme on attend à peu près un mois et demi entre deux réunions officielles, c'est à ces moments-là, mais dans la dernière ligne droite, ça me paraît pas forcément probable, à moins que on veuille préparer le marché effectivement à une surprise. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui permettrait de pricer à l'avance justement la surprise, donc de l'atténuer. Mais comme on a déjà eu Jérôme Powell qui s'est exprimé, je ne pense pas qu'entre son expression de la semaine dernière et la semaine prochaine, l'officialisation, il y ait de véritables retournements. À moins que sur le front de l'Est, comme je disais, les choses se compliquent effectivement de manière très forte. Par exemple, si on parlait de nouveau de nucléaire, ou alors si ça se détendait de manière extraordinaire, ce qui n'est pas envisagé pour l'instant. Mais c'est vrai que là, depuis quelques heures, quelques jours, c'est en train de se détendre, depuis que les Israéliens sont rentrés dans la partie de la négociation. Donc la logique veut que ce soit le relais des Américains et que effectivement on ait de véritables négociations qui commencent. On a Zelensky qui commence à lâcher sur l'OTAN, qui commence dans le discours à lâcher sur le Donbass, qui pourrait véritablement devenir une région autonome pleinement. Donc on sent bien que voilà, le fait que les Israéliens / les Américains rentrent dans la partie, ça progresse. C'est pas du tout de la négociation à la Macron où je téléphone et ensuite je raconte tout et ça n'avance nulle part. Donc on est sur des choses sérieuses qui commencent à prendre forme. D'accord. Là, on est sur les taux directeurs worldwide pour donner un aperçu d'où on en est. Donc le fameux 0% à 0,25 au niveau de la Fed, avec le 16 mars, la prochaine réunion. La Banque centrale européenne, elle est à 0%, et c'est demain que l'on aura le discours de Christine Lagarde, pas la décision, parce que logiquement, on reste en statu quo. La BCE a dit qu'elle devait on devait être patient pour la rehausse des taux, puisque la première rehausse des taux ne devrait pas intervenir, en tout cas dans ses discours précédents, avant 2023. Demain, on verra si les choses évoluent, parce que
La Fed, on en a parlé, l'inflation est à 7,5, attendue à 7,9 prochainement. Au niveau de la zone euro, on est sur une inflation à du 5,8% actuellement. Et donc, on se rapproche quand même, très franchement, de ce qui se passe au niveau de la Fed, sachant que la BCE n'a qu'un seul mandat officiel. Elle, le plein emploi, ce n'est pas son mandat actuellement. Son mandat, c'est d'être même pas en 2% en pivot, c'est d'être en 2% en plafond. Donc c'est close to two, but below two, comme le disait si bien Jean-Claude Trichet. Donc on est sur du 5,8%, donc on a explosé finalement le mandat de la BCE. Alors c'est pas la première fois, Mario Draghi a fait sauter pas mal de digues en étant très imaginatif et en faisant des choses qui ont dépassé finalement les prérogatives de la BCE, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour sauver la zone euro. Là, c'est un peu plus délicat, on n'est plus dans une politique de sauver la zone euro, mais véritablement de continuer à maintenir le cap pour contenir l'inflation. Donc, 5,8%, Christine Lagarde ne tient pas ses objectifs. Donc, à voir ce qu'elle nous dit demain sur cette prise en compte désormais, je l'espère, dans son esprit d'une inflation non transitoire, durable et élevée. Voilà, quand on est à la tête de cette institution, il faut à un moment donné être réaliste. Hein, on ne peut pas faire que de la politique. On est sur une zone euro qui est également, pour info, à 6,8% de taux de chômage en moyenne. Donc on est voilà, loin du plein emploi et en tout cas loin des chiffres américains, hein, je vous le rappelle, où on est sous les 4%. Donc on est, voilà, donc on est mauvais sur l'inflation par rapport au mandat, on est mauvais sur l'emploi par rapport, si on se compare, et on est mauvais même dans l'interprétation au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc on est mauvais sur tout. Et on sait que les Allemands n'aiment pas trop l'inflation par souvenir. Qu'est-ce qu'ils vont... Exactement. Et Olaf Scholz, qui vient d'arriver, aura à cœur quand même de rappeler ça. C'est ce qu'il a indiqué. Alors, il y a eu une revue avant le Covid, alors ça a été mis en pause depuis le Covid, mais une revue justement des mandats de la Banque Centrale Européenne initiée par Christine Lagarde pour justement rajouter d'autres éléments dans les objectifs. Malheureusement, ce qui en ressort, c'est pas d'avoir forcément le plein emploi, mais plutôt d'avoir une finance verte, une certaine durabilité, enfin tout ce greenwashing qui ne va pas forcément être très efficace, mais qui a le mérite enfin, d'afficher des éléments qui sont dans l'air du temps, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale Européenne, qui est donc, et tu en parlais tout à l'heure, en déphasage et en décalé par rapport à la Réserve fédérale, qui elle va rehausser ses taux, peut-être pas avec le même rythme que prévu initialement, mais qui va le rehausser. Et la BCE qui est un petit peu coincée dans un corner, puisque la zone euro est très exposée évidemment à la Russie, notamment la partie est de l'Europe, qui est exposée elle-même à ce qui se passe dans les pays limitrophes. Donc effectivement, les Américains, eux, peuvent, puisqu'ils n'ont jamais été très très liés effectivement à l'économie russe, se couper du reliquat assez facilement, tandis que nous, en zone euro, c'est beaucoup plus délicat. On parle de pouvoir être totalement indépendant du gaz russe en 2030. On n'est qu'en 2022, ça fait 8 ans pour s'en sortir. Alors, si demain Poutine coupait totalement les approvisionnements, il faudrait qu'on réagisse instantanément, et c'est certainement ce qui nous pousserait à le faire, mais vous voyez qu'on est sur des choses qui sont extrêmement contraignante en quelque part pour la zone euro. Donc on est sur une dégradation, sur un statu quo qui va logiquement être là jusqu'en 2023, tandis que la Fed va avoir une trajectoire de rehausse de taux. Donc on va avoir un différentiel que l'on n'avait pas précédemment avec le Covid, mais que l'on a connu par le passé dans d'autres périodes. Donc ça va nous amener peut-être à un mouvement directif, une direction sur l'euro-dollar. Exactement. Plutôt. Donc on va avoir un effet de carry trade, voilà, si c'est là où tu voulais en venir, effectivement, qui pourrait se mettre en place. Alors on sera sur un carry trade vraiment mou, hein, comme on l'a eu précédemment, c'est-à-dire quelque chose qui sera plutôt dans un range horizontal un petit peu baissier, et non pas
superbe carry trade où l'euro-dollar baisse franchement parce que, alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le carry trade, pour qu'il soit intéressant, il faut un vrai différentiel de taux. Il faut du 1,5, 2, 2%, ça c'est un minima, et idéalement du 3, 4%, voire plus. Donc ça, c'est bien quand on est sur des paires qui à l'époque étaient notamment les paires avec le dollar australien ou le dollar néo-zélandais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez, on est sur du 1% d'un côté, 0,10 de l'autre. Donc c'est un carry trade voilà, qui reste mou et qui le sera également sur la paire euro-dollar. Mais toutefois, ça fera une pression baissière sur le long terme sur la paire euro-dollar. La BOE, j'en ai parlé également, elle a initié voilà, sa hausse de taux. La Bank of Canada également, donc les deux sont à désormais 0,50%, en ayant rehaussé récemment chacune de 25 points de base, et elles devraient continuer à le faire. Elles sont là en éclaireur en quelque part par rapport à la Fed. Voilà, il faut savoir que la Fed et la BOE sont quand même très très liées, hein. Historiquement évidemment, et toujours. L'une en avance sur l'autre un petit peu. Voilà, là l'idée c'est que la BOE est en éclaireur, effectivement, et comme ça se passe bien, eh bien la Fed va faire sa hausse de taux la semaine prochaine. La SNB, la Swiss National Bank, elle est finalement toujours dans les taux négatifs, empêtrée dans les taux négatifs. Ça ne l'impacte pas plus que ça pour l'instant, donc c'est gérable, donc elle le reste. La BOJ, c'est pareil, empêtrée dans les taux négatifs, à moins de 10 points de base. Ce qui est à noter dans cette liste, c'est effectivement eh bien, la CBR, c'est-à-dire la Central Bank of Russia, qui, elle, récemment, cherche à attirer les capitaux, je dirais. Exactement, puisqu'elle a doublé en fait son taux d'intérêt qui était à 9,5% de mémoire et qui est passé à 20% instantanément. Donc on est voilà, sur des taux d'intérêt qui sont très rémunérateurs puisque vous doublez votre capital en moins de 5 ans avec ce type de taux d'intérêt, surtout si vous utilisez les intérêts composés. Le problème, c'est que vos achats risquent de ne pas forcément tenir 5 ans puisque Fitch vient de placer sous plus que sous surveillance, mais elle a indiqué que voilà, la Banque centrale russe pourrait être, alors c'est pas la Banque centrale qui sera en faillite, mais ça pourrait être évidemment la Russie en elle-même, le pays en elle-même qui est alors, si je reviens à ce que nous disait Philippe, les fameux emprunts russes. Voilà, mais ce que me disait Philippe l'autre jour, où on entend parler qu'il y a d'énormes réserves sur la Banque centrale russe de 500, 600 milliards. Oui. Est-ce que voilà, comment juger ça? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils n'ont pas de la réserve, c'est le cas de le dire, est-ce qu'ils n'ont pas de la réserve pour tenir un petit moment avant que ça se complique? Alors, ils ont de la réserve, effectivement. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cette réserve soit isolée, c'est-à-dire figée et gelée en quelque part au niveau des autres banques centrales qui se sont toutes finalement coordonnées, les banques centrales occidentales, hein, je parle, puisqu'évidemment la banque centrale chinoise, elle, ne le fait pas, mais la BCE, la BOE, ainsi que la Fed, évidemment, gèlent les avoirs de la Banque centrale russe, ce qui est sans précédent quelque part, et ce qui est véritablement ce qui bloque finalement la Banque centrale russe pour soutenir son rouble. Donc, donc ils ont été coupés de SWIFT, ça c'est pour notamment les échanges domestiques. Donc ils doivent se rabattre sur un autre système, donc ils vont prendre le système effectivement notamment chinois. Alors il faut savoir que être coupé de SWIFT, c'est comme si aujourd'hui vous étiez coupé de l'email, c'est-à-dire que ça ne vous empêche pas dans l'absolu de communiquer. Entre banques, on peut toujours revenir au fax, au téléphone. Bon, évidemment, il faut se faire confiance. On peut toujours aussi passer par d'autres systèmes, comme le système, évidemment, chinois, entre autres, ou d'autres systèmes qui pourraient être des systèmes, pourquoi pas, émergents. Maintenant, ça ralentit énormément. Si vous n'avez plus d'email et que vous devez envoyer un coursier, envoyer un courrier, envoyer un fax c'est rapide, mais ça reste quand même dans l'absolu plus lent et plus archaïque. Encore faut-il que votre correspondant ait du fax. Donc, coupé de SWIFT, ça ne fait pas tomber à zéro exactement les communications entre banques, mais ça impacte à plus de 90%, et donc ça gêne énormément. Et le fait de geler les réserves, là pour le coup, ça impacte
au niveau du Forex, hein, au niveau des échanges entre devises. Donc, c'est quelque chose qui, de fait, est le plus bloquant. Parce que là, on ne peut rien faire, quelque part. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échanger, logiquement, vous ne pouvez plus échanger des roubles contre des dollars américains. Alors, vous pouvez toujours le faire en OTC avec quelqu'un qui serait d'accord, mais normalement, avec des gros montants, ce n'est plus possible. Donc ça, c'est vraiment impactant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule voie j'ai envie de recours, c'est de vendre de l'or, évidemment, puisqu'elle a fait des réserves d'or. Elle vend de l'or, mais c'est tout ce qui lui reste, ou elle vend vis-à-vis d'autres réserves qui lui restent disponibles. Si elle avait un peu de yuan, si elle avait un peu évidemment, la banque russe n'est pas si transparente que les banques centrales occidentales. Donc là, c'est pareil, on n'a pas l'état des lieux exact de ces réserves. D'autant plus que cette invasion n'a pas été programmée 15 jours avant, donc toutes ces réserves ont quand même été prévues depuis un certain temps. Donc c'est pour ça qu'on a bien vu qu'il y a eu ces dernières années des mouvements d'achat d'or massifs, notamment au niveau de la... Non, mais préparer leur, Exactement. Ils préparent leur coup, mais Au niveau de la Banque de Russie et au niveau de la PBOC, qui elle-même accumule et continue d'accumuler de l'or en cas de situation justement comme celle-ci. Il faut savoir que le rouble a déjà en 2014 été dévalué fortement. Donc ils ont déjà eu un contre-coup, ils ont déjà eu une sorte voilà, de coup de semonce et donc ils se sont basés là-dessus pour prendre leurs dispositions. Maintenant, ils ne s'attendaient certainement pas à avoir finalement l'arme atomique au niveau de la finance, c'est-à-dire le gel des avoirs, des, des avoirs russes dans les autres banques centrales. ils jouaient certainement plus sur la division des Européens, et là, c'était la surprise Oui, pour une fois. exactement, ou une montée des sanctions graduée, raisonnable, mais là, c'est comme si on les, on va dire, on les spoliait en quelque part, puisque c'est comme si c'était. Alors c'est gelé, hein, c'est pas totalement, c'est pas non plus effacé, mais c'est quelque chose qui est très fort. Hein, c'est comme si, voilà, on gelait finalement tous vos avoirs, vous n'avez plus le droit d'aller dans votre maison, votre appartement, d'utiliser votre voiture, vous ne pouvez plus rien faire, donc évidemment, c'est très bloquant. On poursuit. On poursuit si vous avez des questions, parce que là, l'idée, c'est de vous avoir brossé le tableau. On comprend bien que au niveau de la Fed, on va bien avoir une rehausse des taux la semaine prochaine. Elle va être contenue à 25%, 0,25%, contrairement au consensus précédent qui était à 0,50. La surprise serait de rester à zéro si jamais la situation se dégradait, mais tout ça est déjà dans les cours, donc on ne devrait pas avoir de surprise logiquement. Par contre, entre le tapering et cette rehausse de taux et les prévisions, donc il faudra regarder les outlooks et les forecasts dans le discours, dans le prochain discours donc de la semaine prochaine, voir ce que la Fed pense de la situation, sachant que évidemment les États-Unis, la zone américaine, la zone dollar, n'est pas la zone la plus impactée par ce qui se passe en Russie. Bien, alors moi j'aurais tendance à poser une question aux personnes qui nous suivent actuellement. Est-ce que ce type de webinaire où on rentre un peu plus, dirons-nous, dans le fondamental ou dans les politiques de banque centrale, qui ont quand même, qu'il est important, je pense, de connaître, surtout de connaître effectivement, quand on dit des politiques, c'est pas des règles qui changent toutes les semaines, c'est généralement des politiques qui se mettent en place pour des mois, sinon plus. Et est-ce que ce genre de webinaire vous intéresse, pourrait être fait de manière, on ne va pas les faire hebdomadaires bien évidemment, mais les faire de manière ponctuelle au gré des situations, des rendez-vous des banques centrales d'une part, mais également du contexte économique, géopolitique qui peut y avoir par ailleurs. Donc, est-ce que cela vous intéresse? Donc, c'est à vous la parole. Là, vous avez le chat pour réagir. Donc, en attendant, je vais juste, on a parlé un petit peu de l'euro-dollar tout à l'heure. Je remets l'espace de travail de Benoît, où on voit ici donc
une courbe de l'euro-dollar en hebdomadaire. Et je vais même la prendre encore sur du plus long terme ici. Donc là, on est vraiment sur du très, très long terme, puisqu'on remonte carrément à 2005. On monte à 2005, mais c'est ni plus ni moins que l'écran de travail que l'on avait dans une précédente intervention de Benoît. Excusez-moi pour le live. Et c'est pas que je sois allergique à l'euro-dollar, mais voilà. Donc, en tant qu'analyse technique, je dirais, voilà, il s'est produit un phénomène, on a quitté un peu une dynamique long terme, baissière, qu'on avait évoquée dans de précédentes interventions avec Benoît. Et si vous suivez nos interventions, que vous pourrez retrouver par ailleurs, bien sûr, sur la chaîne YouTube, il y a un phénomène ici qui était identifié avant même que la seconde épaule ne se forme. Il y avait une anticipation par Benoît d'un phénomène, je dirais, d'épaule tête épaule, même si la ligne de cou n'est pas horizontale. Il y avait un phénomène d'anticipation pour une descente bien avant. Donc, peut-être dire un petit mot en conclusion. Alors, j'ai toujours pas de questions et j'ai pas de remarques. Vous pouvez rédiger, bien sûr, hein, je les lirai. Pour l'instant, on meuble un petit peu encore. Ah, voilà, quelque chose qui arrive. Très intéressant d'avoir la lecture d'un expert pour l'aspect fondamental, bien sûr. Maintenant, quand on n'est pas sur le Forex et donc pas habitué à ces mécanismes de marché, on ne sait pas forcément. Oui, bah disons que moi, ce que j'aurais tendance à dire, comme je l'ai dit en introduction de mon webinaire, on va vous offrir le premier livre de Benoît, qui en est à, je ne sais pas combien de réédition, quatrième réédition, mais qui, sans même faire du Forex au sens trader les parités monétaires, mais il est important de comprendre et connaître le marché d'échange. Je pense que ce livre est très pédagogique en ce sens et que même quelqu'un qui est là pour trader des actions, des indices ou autres, il doit comprendre un petit peu les mécanismes des banques centrales et parce que quelque part, ce sont les taux qui agissent sur les monnaies et les monnaies qui ensuite agissent sur les indices. Ce n'est pas parce que le CAC bougerait de 10% qu'il ferait bouger l'euro-dollar. Par contre, si l'euro-dollar bouge de X pips ou figures ou autres, il est certain qu'il y aura des incidences sur les indices. C'est déjà ce qui s'est passé, puisque vous avez sur ce graphique, justement, bon, l'épaule tête-épaule que l'on avait anticipé à jouer à plein, et on avait un objectif vers les indices, donc c'est ce qui s'est passé vers les indices. Et vous voyez que vers les indices, on est sur un effet ici donc j'apporte la souris, voyez, avec cet effet-là de diamant que l'on aurait pu dessiner pour repartir, puisque le diamant est une figure de retournement, pour repartir à la hausse en provenance d'une baisse. Donc effectivement, on arrivait à un point bas ultime, voilà, à ce moment-là. Et la logique aurait voulu qu'on reparte tranquillement au-dessus des 1,14, au-dessus des 1,15, etc., pour une sorte de recovery de l'euro, puisque le dollar américain, effectivement, reprend de la valeur avec cette hausse des taux directeurs, mais on s'attendait à ce que Christine Lagarde affiche également une accélération de la recovery au niveau de l'euro. Et donc, elle nous annonce typiquement, bah, c'est plus 2023, mais peut-être fin 2022 que je vais commencer à rehausser les taux. Et à ce moment-là, ça aurait été dans la logique d'une rehausse de l'euro-dollar. Ce qui se passe, puisqu'on est en vue weekly depuis 2 semaines, vous voyez, c'est clairement une baisse de l'euro-dollar hein, qui passait sous les indices, qui a titillé les 1,09, les 1,08 et quelques. Et donc, on est sur une cassure de ce qui était anticipé. Donc, évidemment, c'est un signe noir, hein, cette histoire de crise ukrainienne, le fait d'envahir, même encore la veille, personne n'y croyait, à part Joe Biden qui prévenait tout le monde comme quoi il avait des informations. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, à la grande surprise de tout le monde, et donc des marchés, et l'euro-dollar a donc dévissé, sentant bien que, évidemment, c'est plutôt l'euro qui va être impacté que le dollar américain. Et donc, de fait, Christine Lagarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va avoir bien du mal à accélérer un retour à la normale de la politique monétaire, tandis que Jérôme Powell va avoir plus de marge de manœuvre et c'est ce qui devrait se passer, notamment le
voilà, la semaine prochaine. Et donc tout ça sera surveillé parce que c'est de ces décisions de ces discours demain pour la BCE et la semaine prochaine pour la Fed, Excusez-moi. voilà, que la suite Et de là, la paire euro-dollar dépend. et on a une question, donc on a une question, est-ce bon signe d'arriver aux alentours de la parité euro-dollar des 1,20? Alors oui, ça sera 1,20, c'est-à-dire 1,20, Oui, la parité des pouvoirs d'achat. voilà, Ça marche. la question, c'est Ok. est-ce bon signe d'y arriver? Alors oui, c'est bon signe, notamment parce que ça signifie concrètement que on va pouvoir avoir un amortisseur sur nos achats, sur nos importations d'énergie et de matières premières, puisque tout est libellé en dollars américains et que toute hausse de l'euro versus le dollar est bon pour nous. Donc, pour l'instant, on n'est pas là pour sauvegarder nos exportateurs, on est plutôt là pour sauvegarder nos prix d'achat, pour éviter une hyperinflation en zone euro, pour éviter des problématiques de coûts, de PPI. On avait fait une série de webinaires, notamment sur l'inflation. Donc, je vous invite à la revoir parce qu'on détaille le PPI versus le CPI. Donc, je ne vais pas le refaire là, mais disons que vous avez voilà, cette inflation sur les producteurs qui est énorme actuellement et qui devrait s'amplifier. Donc, un retour à 1,20 serait alors là idéal, oui, surtout partant de en gros un 10, c'est idéal de remonter de 10 figures pour atténuer cette crise énergétique en fait qui va nous toucher de plein fouet, qui va moins toucher évidemment les Américains, puisque déjà ils sont moins dépendants de l'extérieur. Il faut savoir que c'est le premier producteur de pétrole, hein, qui le cru. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est bien les Américains avec leur gaz de schiste. Ils vont réouvrir des puits, ils vont réouvrir avec ce qui se passe, ils vont se remettre à produire de nouveau énormément. Et tout est libellé en dollars, donc même s'ils achètent à l'extérieur, il n'y a pas d'impact change. Alors que nous, on n'a finalement pas de pétrole, en tout Pas cas, l'idée. non, on n'a pas de pétrole et on n'a pas non plus le dollar. Et Mais on avait les Anglais avec leur Brent, mais désormais ils sont hors de la communauté européenne. De toute façon, ils n'ont jamais été réellement dans la zone euro, donc on le paye de toute façon en dollars américains. Mais voilà, on est dépendant, malheureusement. Même si on peut avoir du gaz, évidemment, par d'autres canaux, hein, notamment par l'Algérie, par le Qatar, etc., par les Nordiques également, et comme je le disais, le Brent, hein, par voilà, le pétrole européen, entre guillemets, mais ça ne compense pas la consommation énorme due notamment, malheureusement, à l'Allemagne qui a fait un choix qui, à l'époque, semblait être le bon choix, mais qui, après coup, montre clairement que c'est un choix qui menait dans une impasse d'être si dépendant finalement d'un seul fournisseur, un fournisseur pas forcément fiable dans le temps long, et surtout être dépendant à ce point finalement d'énergie fossile comme le gaz, le charbon, etc. Puisque de fait, ils étaient rentrés dans cette logique parce qu'il y a un après effet Fukushima. d'annonce avec Biden qui nous dit je mets un embargo sur le pétrole russe, mais c'est un embargo pour quelques pouillèmes de pourcents Pour lui, et oui. qui concerne que l'Amérique et bien sûr qui n'est pas suivi par l'Europe parce qu'on ne peut pas se permettre de. Et lui, il n'importe pas du tout de gaz russe, donc moralité, il fait Oui. un peu un effet d'annonce, mais Alors, ça ne va pas avoir une conséquence forte alors, si les Européens ne suivent pas. alors, voilà, attention, parce que c'est un effet d'annonce, mais c'est peut-être une première brique. Bon, là, on est dans la politique fiction, évidemment, mais c'est, à mon sens, la première brique de sanctions qui pourraient être plus dures, c'est-à-dire, nous, on a fait un embargo, on vous demande désormais de le faire. Alors, sachant qu'ils ne peuvent pas le dire tout de suite, ils demandent à l'Allemagne de se préparer, d'avoir des canaux d'approvisionnement autres, et notamment, évidemment, le gaz et le pétrole de schiste américain est le bienvenu. Donc, c'est finalement tout bénéfique pour les Américains, cette histoire, et totalement contre-productif pour les Européens, notamment à cause de l'Allemagne, mais pas que, hein, de la plupart des pays de l'Est et même de certains pays du Sud comme l'Italie. Mais voilà, c'est un choix européen, un choix finalement qui après coup n'est Donc, pas, ça sert n'est pas payant. beaucoup les intérêts US. Ça Donc, sert beaucoup les intérêts US, et les intérêts US, ils pourraient en arriver à venir à une seconde brique, c'est là où je voulais en venir, qui serait voilà, de dire que malgré, euh, malgré
le fait que vous soyez dépendant, vous ne devez plus acheter en dollars américains le pétrole, et le gaz russe, pardon. Donc ça serait à la manière de l'embargo qui avait été fait sur l'Iran et des sanctions énormes sur certaines banques par la suite. On pourra avoir ce type de dégradation pour la zone euro, malheureusement, si on ne s'y prépare pas. Et là, pour le coup, là, la France ne peut pas faire grand-chose. Elle peut aider, évidemment, par ses relations avec certains pays comme l'Algérie, mais c'est vrai que c'est un problème européen et notamment un problème allemand. Vous me direz l'autre, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Exactement. Et c'est ce qui pourrait se passer dans les semaines / mois à venir si la situation s'enlise, comme le veulent les Américains d'ailleurs. Ok, ben merci Benoît pour toute cette présentation. Merci de vos quelques interventions. Donc, nous referons, nous annoncerons aussi d'autres sessions d'informations comme ce soir et peut-être également des points de marché qu'on faisait plus concentrés sur les perspectives, puisque bon, il sera toujours intéressant effectivement de peut-être se pencher sur les différentes parités de devises. Donc, merci à toutes et tous. Donc, je rappelle le calendrier des prochains jours. Demain, une formation avec Éric Lefort. Le salon de l'analyse technique le 1er avril, où Benoît interviendra et où j'interviendrai, où il y aura plusieurs personnes de cette pharmacie qui interviendront. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Et petite cerise sur le gâteau, le livre de Benoît vous sera remis pour les personnes qui nous rendront visite. Donc, c'est l'occasion ou jamais de faire un petit saut au salon de la thé pour ceux qui peuvent s'y rendre. Voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Je te laisse dire le mot de la fin, Benoît, et puis on arrête l'enregistrement. Le mot de la fin, je dirais que j'espère que cette situation déjà ne s'envenimera pas sur le front de l'Est et qu'on trouvera rapidement une solution. Par contre, je suis quand même réaliste et je reste très perplexe sur ces améliorations. On va malheureusement, je pense, être dans une sorte de théâtre. Souvenez-vous, on l'a eu sur le Brexit notamment, ce genre de période où effectivement, pendant une semaine, on va nous dire que ça s'améliore, on touche à un accord et puis la semaine suivante, hop, catastrophe, ça repart en sens inverse. Donc faites attention, la volatilité sur les marchés risque de revenir, cette histoire risque de durer. Et J'aurais tendance à dire, elle est déjà là, la volatilité sur les marchés. Oui, c'est vrai. Elle est déjà là. Ça a vraiment gonflé. C'est vrai, puisqu'on a eu plus 6-7% là, sur les indices américains aujourd'hui, donc après une baisse incroyable. Donc effectivement, la volatilité est là, mais voilà, ce que je voulais vous dire, surtout en conclusion, c'est attention parce qu'elle n'est pas prête de partir. Merci Benoît, bonne soirée à toutes et à tous et à un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.